Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau l'ODJ Média pour une Rooflexion, une nouvelle émission de débat qui se déroule sur un rooftop, offrant un cadre à la fois décontracté et inspirant. Cette émission mettra la lumière sur une série de thématiques politiques, géopolitiques et économiques d'actualité. C'est une émission à réécouter sur la R212, la web radio des Marocains du monde. Depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, et plus récemment, avec l'invasion de 2022, la situation de l'Ukraine a captivé l'attention du monde entier. Certains soutiennent que la Russie agit pour protéger ses intérêts de sécurité nationale et les droits des populations russophones en Ukraine. D'autres affirment que la souveraineté de l'Ukraine doit être respectée et que la Russie agit en violation du droit international. Nous allons tenter de déchiffrer la nature de ce conflit, les enjeux complexes qu'il représente, les répercussions géopolitiques à l'échelle mondiale et évoquer éventuellement les solutions possibles et les chemins vers la paix. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous M. Mamadou, qui va représenter le point de vue ukrainien, et M. Mamoun Acharqi, qui évoquera la position russe dans ce conflit. Merci d'être présent avec nous. Merci à vous. Merci, M. Mamoun. Et donc, pour donner un peu de contexte, le conflit russo-ukrainien trouve ses racines dans des siècles de relations complexes entre la Russie et l'Ukraine. Donc, revenons brièvement sur les événements clés. Et pour cela, chacun de nos intervenants aura 3 minutes pour exprimer son point de vue, suivi de 2 minutes pour que chacun puisse répondre à l'autre. Allez-y, monsieur. Merci à vous pour me donner la parole. Comme vous l'avez dit, les relations entre la Russie et l'Ukraine ont toujours été une relation complexe depuis longtemps. Tout le monde est d'accord que ces deux populations viennent d'une même origine, c'est-à-dire, si on doit parler de l'origine des deux peuples, ils viennent des peuples slaves, c'est-à-dire d'Europe du Nord et du Norvège et consorts, des Vikings qui sont descendus un peu au sud et un peu à l'est pour pouvoir trouver des terres plus glorieuses à conquérir. Donc, Kiev et Moscou ont été conquis comme ça et les premiers peuples là-bas étaient de cette origine-là. Donc, depuis cet instant-là, les deux peuples ont été liés. D'abord avec la Russe de Kiev depuis le Xe siècle, qui a vu, on ne parlait pas spécifiquement de Russie ou d'Ukraine, mais on parlait plutôt de peuples qui vivaient là-bas, qui étaient parfois indépendants, qui étaient parfois liés dans un seul royaume jusqu'au XVe siècle. Donc, pour revenir brièvement sur cette historique, je pense que du point de vue ukrainien et qui fera bien sûr consensus, c'est que l'État ukrainien en tant que tel et les racines ukrainiennes en tant que telles existent avant l'Empire russe, avant l'Empire russe bien sûr. Donc, cela remonte déjà, comme je l'ai dit, à la Russe de Kiev, mais aussi aux années 1448 avec Etmanat, c'était Etmanat Kozak, un petit État qui n'était pas un État tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais un État qui tire, on peut le dire, les bases de l'Ukraine telle qu'on le connaît aujourd'hui, qui s'est combattu contre plusieurs royaumes à l'époque, contre le royaume mongol au sud, contre le royaume polonais et hongrois à l'ouest, et s'est vu finalement comme une sorte de protection le royaume et l'Empire russe. Donc, on va voir qu'en 1454, il y a eu la signature d'un traité qui est très célèbre en Ukraine, qu'on appelle le traité de Pereslav. Donc, c'est ce traité-là qui a uni, selon les Ukrainiens, l'Ukraine et la Russie, telle qu'on le connaît aujourd'hui, jusqu'à passer l'Empire russe, jusqu'à passer l'Union soviétique, jusqu'à nos jours. Mais si on doit parler des origines de ce conflit-là, ça remonte brièvement à 1989 avec la fin de l'Union soviétique, qui a vu, si on peut le dire,
beaucoup de ses fils s'est retiré, comme l'Ukraine, comme beaucoup d'autres pays, comme la Biélorussie qui sont nés après. Mais l'Ukraine est très chère à la Russie parce que l'Ukraine, il y avait des bases nucléaires, il y avait les céréales et consorts. Donc, c'est une richesse que la Russie a perdue, telle qu'on les connaît. Donc, il y a une partie des Russes qui pensent toujours que cette Ukraine doit revenir aux Russes. Donc, jusqu'à en 2004, avec une intention de l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne parce que l'Ukraine ne se voyait plus étant protégée avec toutes les attaques que la Russie menait. Donc, on peut dire brièvement que de l'année 1989 à nos jours, ce conflit-là tire ses origines de là-bas. Et en 2014, il y a eu un grand mouvement en Ukraine et un grand mouvement pro-européen qui a vu le renversement du président Viktor, ukrainien à l'époque, qui s'est enfui en Russie. Donc, qui a ensuite ramené l'invention de la Crimée. Et en 2022, la Russie se voyait comme si elle avait le droit, de d'aller protéger des citoyens ukrainiens qui sont en conflit avec le gouvernement ukrainien, de deux, d'aller revendiquer des territoires, et de trois, en un mot, si on doit résumer cette attaque, c'est juste une attaque pour revenir à l'URSS tel qu'on le connaît, avec l'Ukraine dedans. Donc, je le définis comme ça, cette guerre. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou. Monsieur Mamoun. Donc en effet, je suis à peu près d'accord avec mon cher Monsieur Mamadou, mais jusqu'au point où Mamadou dit que l'origine est ukrainienne. Là, je ne suis pas d'accord. C'est une origine qui est slave, mais qui a commencé à Kiev. Donc, commencer à Kiev ne veut pas dire forcément ukrainien, parce que à cette époque, on ne connaissait pas ce qu'était l'Ukraine. Donc, c'est une origine qui est slave, et c'est Moscou qui illustrera par la suite, avec la baptisation de ces peuples par le prince Oleg, et ensuite après la tombée de l'orthodoxie, c'est Moscou qui reprendra le flambeau. Donc c'est Moscou qui représente la poursuite ou la continuité de cette civilisation. Un deuxième point qui est important, l'accord dont vous avez parlé a eu lieu au XVIIe, non pas au XVe. C'est un accord dans lequel les populations de ces régions ont demandé la protection de l'État russe de l'époque. C'était l'Empire. Et l'État russe a bien sûr obligé leur demande. On n'a pas parlé d'Ukraine indépendante jusqu'à avant la Première Guerre mondiale. Parce qu'avant cette période, on parlait, il y avait quelques tentatives, mais elles étaient toujours limitées par des empires qui étaient plus larges. Donc ça n'a jamais été un empire ou un État indépendant en tant que tel. Ils avaient une certaine autonomie, mais toujours dans le cadre d'un empire plus large. La Crimée, donc comme je vous ai dit déjà, quand on parle d'indépendance, on parle de quelques années avant la Première Guerre mondiale. C'était des généraux autrichiens qui ont eu cette idée pour déstabiliser un petit peu la position russe et pour avoir de meilleures conditions de combat. Mais le point de commencement, si vous voulez, du conflit comme on le connaît aujourd'hui, c'est bien la problématique de la Crimée, dont 70% de la population est russophone et russe par définition. Cette région a historiquement appartenu à Moscou jusqu'en 1954. Et c'est l'URSS qui a volontairement, sous Nikita Khrouchtchev, donné cette région à l'Ukraine, comme vous-même, mon cher collègue, vous me l'avez dit, pour remercier l'Ukraine de sa contribution à la Seconde Guerre mondiale. Donc, depuis toujours, cette région était incontestablement russe, jusqu'à cette date. Pour continuer un petit peu, en 91, avec l'implosion de l'URSS, il y a eu des accords tacites, si vous voulez, entre le camp de l'Ouest et l'ex-URSS. Ces accords disaient qu'il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN au-delà de leurs frontières de l'époque. Ça n'a pas été respecté. On a connu 5 vagues d'expansion de l'OTAN et l'Ukraine était ultimement la ligne rouge que Moscou ne pouvait pas accepter. Donc ça, c'est très important pour le début, les racines récentes, si vous voulez, de ce conflit.
Ensuite, comme vous l'avez évoqué aussi, 2014. 2014, c'était un petit peu le début de la guerre. C'était le début des atrocités. Le coup de Maïdan, c'est un coup qui est, comme le dit le président russe actuel, orchestré par la CIA. Ce n'est pas une révolution populaire comme on veut le faire passer, mais c'était un coup d'État illégitime, illégal, orchestré par des puissances étrangères. Yanukovych a bien évidemment quitté le territoire, etc. Et c'est là que les tensions ont commencé à monter avec les habitants de ces régions de Crimée. On a vu des agressions de certains groupes, pas de l'armée ukrainienne évidemment, mais c'était certains groupes ukrainiens de droite, extrémistes, qui ont perpétré des massacres là-bas contre les civilisations, pardon, contre les populations russophones. Et c'est à partir de là que la Russie s'est trouvée devant l'obligation de défendre les siens, comme le ferait tout gouvernement responsable, et de défendre ses citoyens. Donc à partir de là, la guerre a commencé. Ensuite, quelques mois plus tard, en mars, si je ne me trompe pas, 2014, on a eu le référendum, qui est un référendum légal et reconnu par la Russie, mais pas reconnu par la société internationale, mais qui a fait que cette région était devenue un oblast russe à partir de cette date. Voilà, de mon côté, je pense que pour faire bref, c'est un petit peu ça. Moi, je pense que pour simplement le répondre, Oui, bien sûr. Je trouve qu'il le fait très bien, une façon maligne de fabriquer l'histoire, de trafiquer l'histoire telle que les Russes le conçoivent. D'abord, il nous parle de la Crimée. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est que la Crimée a été donnée à l'Ukraine pour féliciter l'Ukraine de son ajout, de son effort pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que tu as dit, mais tu as oublié de le dire que c'était les 300 ans, 1400 et 1654 à 1954, c'est-à-dire 300 ans du traité de Pereslav. Un traité signé par la Russie et l'Ukraine pour l'adhésion de ce peuple-là dans l'Empire russe, que Poutine aujourd'hui rejette ce traité. Donc, l'Ukraine a signé en 1400, il n'y avait pas d'Ukraine. Mais la Russie dont tu parles n'existait pas non plus. Quand on dit l'Empire russe, c'est un territoire. Il y a eu beaucoup d'empires. On va pas revenir sur l'histoire. Il y a eu beaucoup d'empires. Il y a eu l'Empire romain. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Empire romain et les Portugais peuvent se dire aujourd'hui, nous, c'est le berceau de l'Empire romain. Donc, on revendique toutes les terres qui viennent de l'Empire romain. Non. L'Italie ne peut pas faire pareil. La France ne peut pas faire pareil. Ce sont des pays qui étaient dedans. Mais s'il y a une dislocation des peuples qui ont une culture, qui ont une valeur, qui ont une identité, qui ont une histoire commune, ils peuvent le revendiquer. Je reviendrai sur une autre chose. Quand il a oublié de le dire, mais en 1991, il y a eu un référendum en Ukraine. 90% des Ukrainiens ont dit, on veut sortir de l'URSS. Je reviens encore sur ça. La Crimée qu'il est en train de dire, la Crimée est ukrainienne parce que la Russie l'a donnée. C'est pas parce qu'il y a des populations russophones qu'il faut l'attaquer. Donc aujourd'hui, si moi j'ai le droit, je peux attaquer un pays voisin parce qu'il y a des populations qui parlent la même langue que moi, parce que j'ai le droit. Non, c'est un droit de puissance. Il peut se baser sur aucun droit pour dire que la Russie a une raison quelconque pour attaquer un pays voisin pour dire c'est la ligne rouge ou bien ce sont des populations qui existent là-bas. L'État ukrainien a bien sûr le droit de protéger les civils ukrainiens, les civils pro-russes, les civils russophones qui sont sur son territoire. Et si on doit l'attaquer sur ça, c'est sur le droit international. C'est pas un État qui se lève du jour au lendemain et dire je vais l'attaquer parce que j'ai la force. On va revenir à ce point, oui, exactement. Et pour vous dire, il parle d'accord tacite. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il y a eu un accord signé pour que l'Ukraine soit indépendante. Il ne peut pas le dire. Parce que l'accord, tel qu'on le connaît, c'est que la Russie doit garder ses frontières. L'Ukraine doit garder ses frontières. L'Ukraine n'aura pas le droit de veto à l'ONU. Ça reviendra à la Russie après l'URSS. Ça, c'est un. De deux, les bases nucléaires qui étaient à l'Ukraine, pour la plupart, reviennent à la Russie. Donc, l'Ukraine n'a pas le droit de posséder une arme nucléaire après la chute. Donc, tu peux pas te baser sur des faits réels et trafiquer l'histoire et dire non, il y a des peuples russophones et consorts. Donc, tous les arguments qu'il va pouvoir dire sur ce contexte-là peut être débanqués sur
la base du droit international uniquement. Merci monsieur, mais on va peut-être donner l'occasion à monsieur Mamoun de répondre exactement. Brièvement, Oui. En 1400, l'accord a été signé avec l'Empire polonais-lituanien. Il n'y avait pas d'Ukraine en 1400. Ça n'existait pas. L'Ukraine n'a rien signé en 1400. Entre 1648 à 1448 à 1450. L'Etmanat était une petite région sous l'emprise de l'Empire polonais. En conflit avec l'Empire. Oui, mais elle était sous son emprise, en conflit ou pas, elle était sous son emprise. L'accord a été signé avec l'Empire, excusez-moi. Deuxièmement, quand je parle d'attaque sur la Crimée, l'attaque n'a pas été faite parce qu'il y avait des citoyens russophones en Crimée. Parce que ces citoyens russophones étaient agressés. Non. La Crimée, non. La Crimée a été du jour au lendemain envahie par la Russie pour dire on va faire un référendum. C'est comme du jour au lendemain ça a été attaqué pour faire le référendum, je suis d'accord, mais ce référendum a été fait parce que les populations russophones qui habitaient en Crimée étaient attaquées. Tu as déjà vu dans l'histoire un seul pays se réveiller, aller dans un autre pays, dans une région et dire on va faire le récemment, on a eu la même chose en Azerbaïdjan. Excusez-moi, j'ai pas le pays qui me vient en tête, mais c'était une enclave au sein de l'Azerbaïdjan qui appartenait à un État voisin, je n'ai pas le nom en tête, et ces citoyens ont été attaqués par l'Azerbaïdjan. Cet État s'est trouvé dans l'obligation de les défendre. On a eu un petit conflit, ça a duré 48 heures, mais ça s'est résolu rapidement. Mais juste pour revenir aux accords que j'ai cités, je ne parlais pas d'accords avec l'Ukraine. Les accords avec l'Ukraine ne sont pas tacites, ils sont signés. Je parlais d'accords avec les grandes puissances du camp de l'Ouest. Ces puissances ont donné des assurances au gouvernement russe, parce que c'est bon, l'URSS avait implosé, que l'OTAN n'allait pas avancer vers la Russie, pour garder une zone tampon, pour ne pas trop se frotter à la Russie, parce que sinon ça allait mal tourner. Voilà, je pense que c'est ce que vous avez cité. Ça veut dire, pour finir, ça veut dire que si l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, c'est la faute de l'Ukraine. Si l'OTAN, c'est-à-dire l'OTAN est devenu grand, c'est à cause de l'Ukraine. Pourquoi la Russie ne s'attaque pas à l'OTAN directement si l'OTAN a violé cet accord-là? Parce qu'il faut être un peu réaliste. L'OTAN, ça déclenchera une troisième guerre mondiale. Oui, voilà. Donc, ce contexte historique illustre les tensions profondes et les enjeux identitaires, politiques et économiques qui nourrissent ce conflit. Et d'un autre point de vue, ce conflit n'est pas seulement une question régionale, il affecte la sécurité en Europe et soulève plusieurs questions importantes au regard du droit international. Donc ma question serait comment le droit international, en particulier les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, s'appliquent-ils au conflit? Et ma question sera adressée à M. Mamoun. Comment la Russie défend-elle sa position, notamment par rapport à l'article 1 et 2 de la Charte des Nations Unies? Alors, je vais étaler ma réponse en 4 points essentiels. Premièrement, c'est le droit à l'autodétermination. Les peuples de la région de Crimée ont largement voté en faveur de rejoindre la Russie. Parce que quand ils étaient avec l'Ukraine, ils n'étaient pas protégés. Et comme je l'ai dit auparavant, ils subissaient des agressions de groupes de droite, droitistes, extrémistes, et qui leur rendaient la vie dure. Voilà, pour faire bref. Mon second point revient à la violation de la souveraineté par les États-Unis et l'OTAN, les États du camp de l'Ouest. Donc, on revient à ces accords, à cette entente entre les deux camps, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie demeure et restera un grand pays, et qu'elle a bien sûr ses intérêts stratégiques, économiques, politiques, son influence culturelle à défendre, et c'est normal. Donc troisièmement, la réciprocité et l'intervention occidentale. On a eu des précédents humanitaires où l'Occident s'est comporté d'une manière beaucoup plus hors contexte, comme celle du Kosovo, celle de l'Irak en 2003, ou même avec un veto français pour cette sécurité, l'Amérique a quand même attaqué le régime de Saddam Hussein. Et pour finir, j'aimerais quand même faire
un petit parallèle pour que ça soit un petit peu plus clair, parce que quoi de mieux que d'illustrer ça avec un exemple. Bien sûr. La crise de Cuba en 1962. Dans cette crise, le gouvernement communiste de Cuba avait demandé des missiles, des armes nucléaires à l'URSS, et l'URSS a obligé cette demande. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas accepté, et c'est normal, parce que ça rentre dans leur cercle d'influence, ça rentre dans leur sécurité stratégique. Ils ne peuvent pas accepter d'avoir des missiles nucléaires de l'URSS à quelques kilomètres seulement de sa côte californienne. Je trouve ça normal, c'est juste du bon sens. Et quand on pousse vers ce genre d'action et vers ce genre d'extrême, on pousse forcément vers des problèmes. Et les États-Unis étaient prêts à déclencher une guerre mondiale nucléaire pour arrêter cela. Et je pense que c'est logique. Voilà, ça serait tout pour moi. Merci, monsieur Mamadou. Monsieur Mamadou, pensez-vous que le droit international serait du côté de l'Ukraine? Bien sûr que si, il peut pas le nier. Il a évoqué tous ces arguments, il n'a pas parlé des droits. Sur les droits, comme vous l'avez dit au début de ce chapitre-là, chapitre 1 et 2 de la Charte des Nations Unies dit que les peuples ont le droit d'eux-mêmes, de disposer d'eux-mêmes. Et quand il évoque cette partie-là, il dit les gens du Crimée. Je crois qu'il fait un mélange. Il faudrait mieux qu'il parle de Donbass et de Lugansk que de Crimée. En Crimée, il n'y a pas eu de crimes de guerre. Les gens n'étaient pas attaqués. La Russie l'a pris seulement parce que l'Ukraine a fait la révolution en renversant le président en 2014. Justement, seulement ça. Ce n'est pas à cause des exactions ou quoi que ce soit. Des exactions, quand il y en a, ça s'est passé dans le peuple, dans la région de Donbass. Ça, c'est un. De deux, pour revenir sur le droit, comme il ne l'a pas dit, je vais le dire. Je vais vous citer quelques chartes qui mettent en lumière la défense de l'Ukraine sur le droit international. Personne ne peut dire aujourd'hui que la Russie a raison d'attaquer l'Ukraine. De un, Charte des Nations Unies, chapitre, article 2, alinéa 4, on dit que l'usage de la force est interdit par les États depuis la naissance des Nations Unies. C'est-à-dire un État ne peut pas dire je déclare la guerre à un autre État. Ça, c'est une première violation. Une deuxième violation, c'est l'article 2, alinéa 1, c'est-à-dire ingérence. Comme il n'a pas dit, je vais le dire. Ingérence, c'est quoi? C'est que la Russie va dire aujourd'hui, je vais aller en Crimée, rétablir l'ordre là-bas. Je vais faire des campagnes et je vais faire des votes là-bas. C'est pas mon pays. Je vais aller à Donbass, je vais faire des votes là-bas, alors que c'est pas ton pays. On appelle ça tout simplement de l'ingérence. Troisième point, les accords de Minsk qui ont été signés en 2015 après l'envahissement de la Crimée. Ces accords-là disaient quoi? Le Donbass restera un territoire ukrainien et ce territoire-là devra être protégé par l'Ukraine avec les États internationaux, avec la communauté internationale. C'est pas un pays qui va dire je vais intervenir. Ça, c'est un. De deux, la Convention de Genève qui dit de protéger les civils. On ne peut pas dire quand la Russie va attaquer l'Ukraine qu'il n'y aura pas de civils qui vont être tués. Ça, c'est de la faute d'abord de la Russie qui a déclenché la guerre, ce n'est pas l'Ukraine. De trois, on peut parler du mémorandum de Budapest qui a été signé en 1994, qui dit que l'arme nucléaire ukrainienne lui sera retirée. Et en conséquence, la Russie n'a pas le droit et ne peut évoquer aucune autre chose pour l'attaquer. Donc, sur le droit international, l'Ukraine a bien sûr raison. Mais je vais débunker encore ces arguments. Quand tu nous parles de Cuba, etc., j'ai l'impression qu'il veut affirmer une violation, justifier une violation par une autre. Qui dit aujourd'hui que les États-Unis ont raison d'attaquer le Cuba en disant vous n'avez pas le droit d'installer des missiles sur vos sols. Mais c'est mon pays, j'ai le droit d'installer ce que je veux. C'est une violation. Et les grandes puissances ont un grand pouvoir, mais ils n'ont pas de grands droits. C'est ce que j'aimerais vous dire. Ils n'ont pas de grands droits. C'est pas le droit international. Il n'y a pas de deux poids deux mesures. Tous les États doivent les respecter. C'est pas parce qu'on est grande puissance que notre sécurité est plus grave que la sécurité, par exemple, de la Lituanie. Et encore, quand il va dire que la Russie attaque parce que l'OTAN progresse, il va lui dire quelque chose.
Comme il a dit, je vais vous citer des pays proches de l'Ukraine et de la Russie qui ont intégré l'OTAN et l'Union européenne. Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande, Roumanie. 6 pays qui ont intégré l'Union européenne et l'OTAN, qui sont proches de la Russie. Ça ne s'est rien passé. La Russie a tout simplement mis la barre. L'Ukraine ne va jamais rentrer dans l'OTAN. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour que la Russie attaque l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine en 2022 a déposé une demande pour rentrer à l'OTAN? On ne peut pas aller sur cette base-là. On ne peut pas aller sur cette base-là. L'Ukraine a été attaquée tout simplement, je le dirais pour finir, parce que l'Ukraine n'a pas l'arme nucléaire. Aujourd'hui, si l'Ukraine avait une arme nucléaire, la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine, tout simplement. Juste pour répondre en quelques lignes, je n'ai pas vraiment parlé de tout ce qui est OTAN et tout, sauf pour démontrer un petit peu les raisons stratégiques de cette action, parce que ce sont les raisons stratégiques de cette action. Pour revenir au droit, je suis juriste de formation et publiciste, donc le droit international, je connais. Le droit à l'autodétermination des peuples s'applique aux peuples russophones de ces régions. Ces peuples ont le droit de choisir avec qui ils veulent s'inscrire, bien sûr, parce que c'est l'autodétermination des peuples, c'est le premier article de la charte. Et ensuite, juste pour parler aussi brièvement, comme vous avez dit, du droit de l'Ukraine à disposer de ses propres choix. Le droit international est bâti, et le droit en général, sur les textes, mais il est aussi bâti sur les précédents, sur la jurisprudence. Quand on a des pays qui ont plus ou moins la même influence, le même pouvoir que la Russie, qui prennent ses libertés et qui ne sont pas sanctionnés, la Russie peut prendre ses libertés aussi et ne pas s'attendre à être sectionnée parce que c'est un précédent que les États-Unis d'Amérique ont choisi de faire. Excusez-moi, mais les États-Unis d'Amérique sont la puissance numéro 1 du monde. Ces actes doivent être pris en considération. Ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont créé le droit international. Et le droit international est fait pour les défendre. Donc, si l'Amérique peut prendre ses libertés avec le droit international pour le modeler à la guise de ses objectifs, de ses volontés, de ce qu'elle veut faire, la Russie doit prendre les mêmes libertés. Parce que, après tout, ce droit est fait, c'est vrai, pour maintenir une certaine stabilité paix mondiale, mais il est aussi fait pour défendre les intérêts des gagnants de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut être clair sur ce point. Et puis, pour finir, en plus de l'attaque la crise de Cuba de 62, il y a quelques mois, l'Ukraine a attaqué la Russie en profondeur. Je pense que vous êtes au courant à Koursk. Si les États-Unis se trouvaient dans la même situation, ça vous garantirait une attaque nucléaire. Les États-Unis n'accepteraient pas une infiltration de ce genre sur son territoire. Donc, on est dans une logique de guerre assez raisonnable, assez désinflatrice, mais qui tourne autour d'un point central d'intérêt stratégique, d'intérêt géopolitique bien sûr, mais qui rentre aussi dans une logique de protection de l'article 1 de la Charte des Nations Unies, qui est le droit au peuple à choisir leur destin eux-mêmes, à l'autodétermination des peuples. Donc les peuples russophones de ces régions ont choisi. La Russie n'a fait que défendre leur choix, parce que personne d'autre ne viendra le faire pour eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Et pour répondre, parce que je dois parler en dernière position, j'ai vu qu'il n'a pas encore parlé de droit, parce qu'il ne peut pas se baser sur aucune charte. Il nous parle de l'autodétermination, il fait une allusion. L'autodétermination des peuples, on parle des États. On ne parle pas des peuples, des sous-groupes. Sinon, ce qu'il est en train de dire, si c'est comme ça, il y a des peuples ukrainiens en Russie. Il y a des gens qui parlent ukrainien dans les frontières russes. Est-ce qu'un jour l'Ukraine peut dire, comme il y a des Ukrainiens ou il y a des gens qui viennent de l'Ukraine là-bas, on va aller attaquer ces territoires et mettre l'Ukraine là-bas? Non, c'est un territoire russophone, c'est à la Russie de le protéger comme il veut. Ça, c'est de 1. De 2, quand il nous parle des États-Unis, c'est pas parce que les États-Unis ont fait quelque chose que c'est bien. Moi, je ne suis pas là pour dire que le droit international est fait pour les puissances qui ont gagné. Ça a été fait par eux, mais ce n'est pas fait pour eux. Parce que le droit international est fait pour les petits États. Je te donne un exemple. Le droit international nous dit de ne pas attaquer un autre pays. Entre un petit pays et une puissance internationale, et ça en va
en faveur de qui? Qu'on arrête de s'attaquer. Bien sûr, en faveur de ce petit État. Donc, le droit international est fait pour tout le monde, surtout pour les petits États. Ça, c'est un. Parce que le droit international aujourd'hui n'est pas en faveur de la Russie, qui est une puissance. C'est en faveur de l'Ukraine, bien sûr, qui est dans tout son droit. S'il y a eu des exactions dans le Donbass et consorts, c'est au droit international de le pénaliser. Le droit international qui a été écrit d'une part par la Russie. C'est ce que tu oublies de nous dire. Tout ce que la Russie a violé, ça a été signé par la Russie. Ça a été élaboré par la Russie. Non, j'ai bien dit ça. J'ai dit par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est la Russie, excusez-moi. Tout simplement, la Russie n'a aucun droit sur le droit international, en tout cas. Et il a donné l'exemple pour appuyer ses arguments. Alors, de Cuba. Oui, de Cuba. Moi, je l'ai dit. Cuba, les États-Unis n'ont pas raison d'attaquer le Cuba. Personne n'a le droit d'attaquer. Juste pour intervenir sur le point de l'autodétermination. C'est l'autodétermination des peuples et non des États. Sinon, il n'y aura pas le problème du Sahara marocain. Hein. Le Polisario n'est pas un État, c'est un groupe de gens. Non, quand on dit peuple, on va rester dans le conflit russo-ukrainien. Parce qu'à ce moment, on parlait d'État-nation. Quand on parle de peuple, on parle d'État-nation. Parce que avant que tu sois indépendant, les peuples, on le disait au moment de la décolonisation. Parce qu'il y avait des peuples qui étaient colonisés. Exactement. Ces peuples-là ont le droit de se reprendre et de se diriger, d'être Donc ce sont des peuples, ce n'est pas forcément des États. Ils deviendront des États par la suite, avec une reconnaissance internationale. Donc, on ne parle pas forcément d'État. Tu veux me dire, tu as parlé de guerre. Si Poutine te voyait les défendre, il allait dire que tu as fait une erreur de parler de guerre, parce que lui-même, il ne parle pas de guerre. Opération militaire. Mais moi, je ne suis pas russe, je parle... C'est une guerre, ce n'est pas une opération militaire, c'est une guerre. D'accord, juste pour finir, pour parler de ça, c'est qu'aujourd'hui, les Russes ne peuvent pas se baser sur le droit international pour dire qu'on a attaqué l'Ukraine. Le 22 février 2022, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, il n'a pas attaqué le Donbass seulement, il a attaqué toutes les frontières. Il nous parle des droits d'autodétermination des peuples. Ce n'est pas le Donbass seulement. Kiev a été attaqué. Tu veux me dire qu'il y a des russophones à Kiev qui veulent revendiquer... Kiev a été attaqué pour un changement de gouvernement. Ce n'était jamais l'intention. La preuve, c'est qu'ils se sont retirés en une semaine. Donc c'est un droit. Bon. Je ne peux pas parler de droit. Allez-y. Donc, comme on l'a bien précisé, ce conflit ne se limite pas à des enjeux régionaux, mais il revêt une dimension géopolitique majeure, touchant des équilibres de pouvoir mondiaux. Donc, Monsieur Mamadou, parlez-nous des principaux enjeux géopolitiques de ce conflit. Comme il a dit, les principaux enjeux géopolitiques, moi je parle sur une base sincère, c'est que moi je suis contre le fait que l'OTAN essaie d'aller de très loin, proche de la Russie. Ça c'est une autre question géopolitique. Ce n'est pas une question de droit. Ça ne donne pas le pouvoir, le droit, ni le droit à quelqu'un d'attaquer un autre pays pour cela. Et ça, c'est un. De deux, moi, je pense que tout cela vient du fait que la Russie, l'URSS, a perdu la guerre froide. Tout vient de cela. Toute cette question vient du fait que la Russie, l'URSS, a perdu la guerre froide. Et on ne l'a pas rappelé, mais il y a eu le pacte de Varsovie qui a été créé par les États satellites proches de la Russie pour empêcher l'OTAN de venir près d'eux. Mais c'est parce que ce pacte-là a échoué. C'est parce que toutes les ambitions de l'URSS ont échoué à se rapprocher de l'Europe, à conquérir des peuples. Parce qu'il faut dire une chose. De 1990 jusqu'à nos jours, tous les pays qui sont proches de la Russie, si ce n'est pas la Biélorussie, Kyrgyzstan, tous les autres pays sont pro-européens. Il faudra l'expliquer. Tu es au courant aussi que l'Allemagne a été divisée en deux. Une partie communiste, une partie démocratique. L'Allemagne aujourd'hui quoi? Démocratique. Donc la démocratie a gagné. Et ça va venir partout. Même si aujourd'hui l'Ukraine tombe, demain il y aura des peuples qui vont sortir pour démocratiquement revendiquer ce qui leur vient. Donc moi je dis tout simplement, toute cette question géopolitique vient du fait que la Russie a perdu la guerre froide. La Russie a perdu l'influence qu'elle avait et cette influence pour la gagner, qu'est-ce qu'on fait? On attaque des pays qui sont proches de nous en se basant sur des arguments de protection de soi. La Russie n'était pas en danger. Lituanie est dans l'OTAN. Il y a des armes de l'OTAN en Lituanie qui est en frontière avec la Russie.
La Russie ne s'est pas sentie en danger en ce moment. La Russie se sent en danger parce qu'il y a des populations russophones qui sont au Donbass et qui sont persécutées, comme elle le dit. Donc, moi, je pense que tout simplement, toute cette question géopolitique vient du fait que la Russie a perdu l'influence qu'elle avait et elle essaie de le gagner. Peut-être par la force, mais elle essaie de le gagner. Donc, pour reprendre ce que vous venez de dire, M. Mamoun, la Russie a essayé de s'intégrer suite au démantèlement de l'URSS au nouvel ordre mondial, mais ces tentatives n'ont pas porté ses fruits. Donc, comment la Russie justifie-t-elle ce conflit? Alors, déjà, il y a une petite distinction à faire. La Russie n'a pas perdu. L'URSS a perdu. Ce sont deux régimes différents. Deuxièmement, le communisme a échoué parce que c'est un système de rêveurs idyllistiques qui n'a pas lieu d'être dans un monde comme le nôtre. Et c'est normal. Mais juste pour faire un petit peu l'approche par rapport aux autres pays que vous avez cités qui sont sur les frontières, la frontière entre l'Ukraine et la Russie est la plus large. Et c'est celle qui permet une attaque d'envergure qui pourra éventuellement mettre en danger la Russie si l'OTAN choisit de le faire. Après la chute de l'URSS, l'OTAN a rejoint le marché mondial. La Russie a rejoint le marché mondial. Elle est devenue capitaliste. Elle a ouvert la liberté d'entreprendre, la liberté de la propriété, etc. à ses citoyens et aux étrangers. Donc, si vous voulez, la raison d'être même de l'OTAN, qui était de se défendre contre une idéologie marxiste-léniniste diabolisée, n'avait plus lieu d'être. Donc, l'OTAN devait à ce moment finir parce que sa raison d'être initiale n'était plus effective. Comme le pacte de Varsovie d'ailleurs, qui a pris fin avec la fin de ce régime communiste. La Russie a tendu la main à plusieurs reprises à l'OTAN. En l'an 2000, Poutine qui était président à l'époque, a été questionné sur éventuellement une inscription au sein de l'OTAN. Il a répondu mot pour mot et je vais lire sa parole. Pourquoi pas? Je n'exclus pas une telle possibilité. La Russie fait partie de la culture européenne et je ne considère pas mon pays comme isolé de l'Europe. C'est donc avec une grande difficulté que j'imaginerai l'OTAN comme ennemi. Parce que la raison fondamentale de ce conflit n'existait plus, monsieur Koulibaly. Donc évidemment, quand on vous tend la main et que vous persistez à voir en la Russie un ennemi qui est diabolique, méprisable, qui n'a aucun rapport avec vous, alors que, en effet, c'est le plus grand État de l'Europe, il faut s'attendre à des conséquences à ces actes. Deuxièmement, en 2008, la porte de l'inscription de l'OTAN, de l'Ukraine à l'OTAN, a été ouverte. Les discussions à ce sujet ont commencé depuis 2008. La Russie n'a cessé de dire que ça ne pouvait pas être le cas, que stratégiquement ça aurait été un suicide pour la Russie et que réellement, si la Russie n'avait pas fait face à cette expansion, ça aurait été, comment dire, mais de la malgestion de la part de ces dirigeants. Ça aurait dit que les dirigeants ne font pas assez attention à leurs intérêts, à ceux de leur pays, alors que c'est leur devoir. Il y a aussi la question de la sphère d'influence régionale, c'est très important. Même si ces pays ont rejoint l'OTAN, les pays dont vous parlez, elles gardent de très bonnes relations avec la Russie. Aucune d'elles n'a jamais été agressive à l'encontre de la Russie. Plus maintenant, parce qu'ils sont dans l'OTAN. Plus maintenant, parce qu'ils sont dans l'OTAN, mais leurs relations sont toujours bonnes, économiques, politiques, tout ce que vous voulez, jusqu'à avant l'invasion de 2022, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, pour finir, l'Amérique avait voulu installer un système de missiles en Europe pendant les 10 premières années du siècle. Et la Russie avait proposé de faire un travail en commun et avec l'Europe et avec les États-Unis. Encore une fois, la Russie qui tend la main pour en terminer avec cette adversité, dirais-je, inexistante. Et bien sûr, ça a été repoussé, encore une fois, de la part du gouvernement américain et du président éventuellement. Donc, juste pour faire le tour, la Russie... Pour laisser aussi l'occasion à monsieur de Oui, bien sûr, de répondre. Ouais. La Russie serait incompétente d'ignorer les intérêts de son peuple. Elle serait incompétente de laisser
l'OTAN prendre cette avancée exponentielle jusqu'à sa plus grosse frontière, qui est celle avec l'Ukraine, parce que comme ça, elle encouragerait de cette manière une troisième guerre mondiale, Monsieur Coulibaly. Parce que, comme on dit, le frottement génère forcément de la chaleur. Il faut quand même garder un peu de distance entre les deux camps. Si on ne va pas s'entendre, il faut quand même qu'on garde une zone tampon entre nous. Vous êtes bien d'accord? Parce que sinon, les choses vont empirer. Et puis, je pense que c'est tout pour l'instant de mon côté. D'accord. Et en réponse, là où je suis d'accord avec lui, moi, je suis pas. En fait, moi, je me base sur le droit. Et l'OTAN n'a pas. Je parle de géopolitique, c'est différent. L'OTAN n'a pas, Oui, n'a pas d'état d'exister actuellement. Parce que l'OTAN, c'était contre. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN a été créée parce que l'Occident pensait que la Russie, l'URSS allait s'étendre vers l'Europe ou même vers l'Amérique. Donc, c'était une façon de protéger ces lignes de frontières-là entre eux. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Les gens qui sont entre eux n'ont rien à voir. Et lui et la Russie devront se poser une question. C'est-à-dire, pourquoi tous les États qui sont près de la Russie sont devenus subitement pro-européens. Il va nous parler de l'ingérence européenne et consorts. Mais pourquoi tous ces États... Que vous ne pouvez pas nier, cette ingérence européenne. Mais il y a une ingérence occidentale. Il y a une ingérence de la Russie dans presque tous ces pays. Donc, tu veux me dire qu'aujourd'hui, en Biélorussie, où il y a eu des élections qui ont été contestées par beaucoup de populations, on ne peut pas parler de l'ingérence de la Russie. Je n'ai pas assez d'informations pour parler de l'ingérence. Si on avait des preuves de cette ingérence. Mais excusez-moi, est-ce que l'Ukraine est un État indépendant? Est-ce que ce n'est pas un État satellite de l'Amérique? Est-ce qu'ils combattent avec leurs armes? Ce sont leurs hommes qui partent mourir, certes. Oui. Zelensky a dit récemment, je suis dans l'obligation, devant la demande de mes partenaires, de baisser l'âge de l'âge des militaires qui doivent rejoindre les combattants. Mais toi, tu ne parles pas de la cause. Pourquoi on en est venu là? C'est parce qu'ils ont été attaqués. Tu veux dire qu'ils n'ont pas... Non, mais c'était pas ma question. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est un État indépendant? Bien sûr. Les Américains l'obligent à baisser l'âge de circonscription. Bien sûr. Il a baissé de 25 ans à 22 ans. Bien sûr. Il a été obligé de le faire parce qu'il ne peut plus combattre avec les soldats qu'il a. Bien sûr que c'est un État indépendant. Alors, est-ce que vous dites que la Russie est coupable? Si les Européens arrêtent demain d'envoyer leurs armes à l'Ukraine, est-ce que la guerre ne s'arrêtera pas, Monsieur Coulibaly? Je vais te poser la même question. Aujourd'hui, si la Chine n'aide pas financièrement et économiquement la Russie, la guerre ne se serait pas arrêtée? La différence, c'est que la Chine et la Russie sont des partenaires au même poids. Ah. L'Ukraine est un État satellite, excusez-moi, est un État satellite de l'hégémonie américaine. Une façon de dire que selon les droits, la Russie n'a pas le droit d'attaquer un État, notamment une petite puissance. On a dépassé la catégorie du droit, on est en géopolitique, c'est complètement différent. En géopolitique, on se défend, on défend ses intérêts. Ses intérêts sont en Ukraine. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est la plus large frontière entre tous les pays voisins. Je te cite les 4 arguments avancés par Poutine le 22 février, la nuit du 22 février 2022, quand il attaque. Il dit, c'est pour protéger les peuples russophones et les mettre en sécurité. J'ai souligné ça. Démilitariser et dénazification de l'Ukraine. On parle ici de la zone tampon dont je vous parlais. Oui. De 3, prévenir l'expansion de l'OTAN. C'est ce que je disais. Restaurer l'histoire de la Russie. La continuité de la Russie avec la Crimée, pas jusqu'à Kiev. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, sur ces positions-là, on peut être d'accord clairement que la Russie, en attaquant ça, n'avait pas... la Russie n'était pas inquiet. Par exemple, il nous parle de l'OTAN. Les gens vont nous dire à chaque fois... À chaque fois que j'ai parlé de l'OTAN, j'ai dit que c'était une raison stratégique. L'Ukraine veut rentrer une raison stratégique de ce conflit. Moi, je t'ai posé une question. Est-ce qu'en 2022, l'Ukraine a demandé à rentrer dans l'OTAN? Non. Non. L'Ukraine n'a pas demandé en 2022 de rentrer dans l'OTAN. Donc, tu ne peux pas amener cet argument en disant il y avait une inquiétude, on a attaqué. C'était une continuité d'événements, une continuité de positions qui menait inlassablement, forcément, à cette inscription dans l'OTAN. Et on voit aujourd'hui que Zelensky demande à l'OTAN de faire l'exception, parce que, comme vous le savez, dans les règles de l'OTAN, aucun pays en guerre ne peut rejoindre.
et il s'entête à demander à rejoindre l'OTAN alors qu'il est en guerre. Mais, Vous savez ce que ça veut dire? Tu le dis sans oublier que la première fois que l'Ukraine demande à rentrer dans l'OTAN, c'était en 2004. Et jusqu'à présent, l'Ukraine n'est pas rentrée. 2008. Parce qu'une première fois, en 2004, la France et un autre pays a dit on ne veut pas prendre votre demande. Ils n'ont pas pris leur demande en 2004. Mais en 2008, la demande a été prise. D'accord. Donc, 2008, ça a été pris, ça n'a pas été accepté. Il faut que tout le monde l'accepte et la Turquie est contre. Beaucoup d'autres pays ont les droits de veto, ils sont contre. Parce que la Turquie a les épaules sur la tête, elle ne fait pas partie du camp occidental, donc elle n'est pas idéologisée par l'Amérique. Elle réfléchit à la paix mondiale, effectivement, parce qu'on ne peut pas avancer de cette manière. Elle est dans l'OTAN pour défendre ses intérêts, comme tout le monde. On parle de géopolitique. Parce qu'il y avait une expansion russe à ce moment. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et parce qu'elle a combattu dans leur sens. Donc, merci, monsieur, pour vos points de vue. Et donc, juste pour clôturer le débat, on s'interroge indéniablement sur l'avenir de ce conflit qui dépendra nécessairement de la volonté des parties de s'engager dans des processus de négociation et de construire des mécanismes de sécurité. Donc, selon vous, monsieur, quels pourraient être les différents scénarios de résolution de ce conflit et comment le paysage géopolitique mondial pourrait-il changer à l'issue de ce conflit? Ma question est adressée pour vous, monsieur Mamoun. Merci, madame Farou. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a 4 points essentiels pour pouvoir arriver à la paix. Déjà, il est important de mentionner, avant de passer à mes arguments, que l'Ukraine a interdit, elle a légiféré une loi qui interdit toute négociation avec la Russie. C'est une position qui est vraiment qui va à l'encontre du bon sens. Quand on est en guerre, la fin de toute guerre est de s'asseoir à table et de discuter, parce que si on va pas faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien et au dernier Russe, ça n'a aucun sens. Cette loi n'a pas lieu d'être, premièrement. Et pour passer à mes arguments, pour pouvoir avoir une paix qui est durable et qui est réelle dans cette région, on a besoin d'abord de la neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine doit être neutre. Il n'y aura jamais de paix avec des armes américaines, des armes de l'OTAN, à 2 pas de la frontière russe. C'est inconcevable, ça n'a aucune logique. Deuxièmement, l'autonomie pour les régions russophones, qui est déjà un fait aujourd'hui, mais qui doit être reconnue par la société internationale, qui s'entête à dire que ces régions sont kidnappées ou forcées dans leur choix par la Russie. Troisièmement, il faut des négociations, mais qui sont multipolaires. L'Ukraine n'est pas l'acteur principal. L'Amérique est l'acteur principal dans cette guerre. Il faut s'asseoir à table avec l'Amérique et parler convenablement de ce qui pourrait résoudre ces soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut retourner aux accords de Minsk de 2015. Je suis d'accord, vous les avez cités, ces accords sont très importants. Et les accords de Minsk impliquent forcément une neutralité de l'Ukraine dans cette zone et impliquent forcément que l'Ukraine ne pourra pas rejoindre l'OTAN ni l'Union européenne, excusez-moi. Donc, ces accords peuvent être une base solide pour la résolution du conflit. Et la mise en œuvre des mesures d'autonomie et de désarmement dans l'est de l'Ukraine peuvent aboutir à un certain accord qui permettra aussi à l'Ukraine de sortir du conflit quand même la tête haute. Donc, de plus, pour revenir au point principal, l'Amérique doit faire partie de ces conversations, de ces négociations, parce que c'est elle qui bouge les ficelles du jeu, si vous voulez, derrière le plan. Et mon dernier point, pour terminer mon intervention, est la création d'une zone de sécurité, comme on en voit un petit peu partout dans le monde, avec les casques bleus, entre Israël et le Liban, entre plusieurs autres, dans plusieurs autres zones de guerre. On pourrait proposer une zone démilitarisée entre la Russie et l'Ukraine, sous la supervision des casques bleus, comme je disais, pour garantir qu'aucune force de l'OTAN, ni russe, puisse effectuer des opérations, des agressions ou autres. Et pour arriver à ce genre d'accord, le point essentiel, encore une fois, c'est de s'asseoir et de discuter avec l'Amérique, l'Ukraine et la Russie. Donc je pense que c'est inévitable, parce que si vous me dites aujourd'hui que l'Amérique n'est pas belligérante de ce conflit, je pense que ce n'est pas raisonnable. Même vous ne pourrez pas dire ça. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. En réponse à ce qui vient d'être dit,
Et par rapport à votre position, comment l'Ukraine pourrait-elle sortir de ce conflit la tête haute? D'accord. Pour moi, il y a plusieurs façons de sortir de cette guerre temporairement, 5 ou 6. D'abord, la guerre peut se figer, comme on en connaît dans plusieurs autres pays. Elle peut se figer, il n'y aura pas Surtout le format des tranchées, ça peut durer. Tranchées, chacun garde son territoire. Ça, c'est une façon de voir. De deux, l'Ukraine peut chasser la Russie de son territoire. Ça, c'est une autre, opportunité. Et trois, la Russie peut tout simplement se retirer, se lasser de la guerre, vu le coût, le budget et les pertes humaines qu'il est en train d'engendrer chaque jour. La Russie pourrait se retirer. Trois, on peut aller à des négociations, comme il l'a dit. Et cinq, on peut tout simplement voir l'Ukraine aussi abandonner la guerre et se voir envahir par la Russie. Tout cela sont des possibilités. Mais pour moi, la meilleure, c'est d'aller dans les négociations. Et on ne peut pas aller dans des négociations sans que la Russie ne se retire de tous les territoires ukrainiens. Il est en train de nous parler de l'Ukraine qui ne veut plus négocier. L'Ukraine a tenté plusieurs fois de négocier. Non, c'est pas qu'elle ne veut pas, elle a légiféré une loi qui interdit les négociations avec la Russie. Mais c'est son droit. Tu veux dire que c'est interdit? C'est interdit à un pays. Mais c'est contre le bon sens d'interdire les négociations. Non, veut forcément dire alimenter la guerre. Tu sais qu'une loi peut être faite et défaite. Bien sûr. Donc, on peut avoir demain une loi qui peut dire on peut négocier. C'est ce qui doit être fait. Si cela doit être fait avec la Russie hors des frontières ukrainiennes d'abord. La Russie n'a pas à aller là-bas pour gérer des guerres, des séparatistes et consorts. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de protéger ses populations, c'est de protéger ses frontières, c'est d'attaquer des pays qui l'attaquent, comme l'Ukraine est en train de le faire. Moi, je ne dis pas que les États-Unis ont raison depuis le début du débat. Moi, je ne dis pas que l'OTAN a raison. Moi, je dis tout simplement que la Russie ne peut se baser sur aucun... Non, je ne dis pas qu'ils ont tort, je dis qu'ils sont des belligérants. C'est différent, ils font partie de la guerre. Hein. Non, je ne parle pas Soyons clairs. Argument. Je parle du fait que c'est pas parce que les États-Unis font ça, c'est pas parce que l'OTAN fait ça qu'on doit attaquer des pays. Il faudra te poser une question. Pourquoi tous les pays proches de la Russie commencent à avoir des ambitions pro-européennes, pro-occidentales? Pourquoi? Parce que tout le monde, comme la Géorgie en 2004, comme la Géorgie en 2008, récemment, tous les pays en frontière avec la Russie ont peur de la Russie. Parce qu'il faut avoir un pro-russe au pouvoir et être tranquille. Il faut avoir un gouvernement proche de la Russie. Parce que si tu as un gouvernement, tu n'es pas dans l'OTAN, tu n'es pas dans l'Union européenne, tu as un gouvernement... Et si on est dans l'OTAN, ne faut-il pas avoir un gouvernement pro-américain, pro-OTAN? Et c'est quoi un gouvernement? Je vous retourne la question. Et c'est quoi un gouvernement pro-russe? Non, j'ai dit un gouvernement comme la Biélorussie, par exemple. Il y a un gouvernement pro-russe, tu veux dire le contraire. Ouais, c'est la même chose. Si tu n'as pas un gouvernement pro-russe, tu as un gouvernement pro-européen. Tu veux dire que l'OTAN aujourd'hui... Tous ces États sont des États satellites. Je t'ai dit, l'OTAN aujourd'hui n'a pas le droit d'attaquer la Biélorussie parce qu'elle est avec la Russie. Ce n'est pas... L'OTAN n'a le droit d'attaquer personne. C'est quoi cette question de droit d'attaquer? Pour finir avec les débats, la négociation doit être faite sur la base sincère. Mais pour que l'Ukraine ait confiance, il faut qu'elle ait les garanties qu'elle ne sera pas attaquée. En 1994, ça a été fait. On a signé les accords de Budapest. On a dit l'Ukraine ne sera pas attaquée. L'Ukraine a été attaquée plusieurs fois. Comment on peut garantir à l'Ukraine aujourd'hui que vous ne serez pas attaqué un jour? Si un jour vous vous réveillez, vous vous dites, nous, on a été dans le communisme, on l'a vécu. Aujourd'hui, on ne veut pas le vivre. On veut vivre dans le capitalisme. On veut vivre dans la démocratie. On ne peut pas le nier. On ne peut pas dire aujourd'hui, comme vous voulez, ça n'arrange pas une puissance. Qu'est-ce qui donne l'autorité à la Russie de dire qui doit être à sa frontière ou pas? Qui doit être ses pays frontaliers? Qui doit être en lien avec l'Ukraine ou pas? Donc, ce n'est pas un droit. C'est juste un fait d'autorité. Donc, pour finir, les négociations doivent être sur la base sincère. Une base sincère avec la Russie qui se retire de l'Ukraine, avec la question du Donbass et de Lugansk et de Crimée qui seront gérés avec l'aide de la Russie, de l'OTAN et de l'Ukraine qui sont des acteurs. Ça peut être partagé. On peut remodifier les frontières, mais ces territoires sont ukrainiens. On ne peut pas dire aujourd'hui un pays va se lever un jour pour aller envahir cet État. Excusez-moi, mais par le fait,
Pour finir, je vous ai écouté. Pour finir, je pense que pour être sincère, il faut qu'on donne des garanties à l'Ukraine qu'elle ne sera pas attaquée coûte que coûte quand elle n'attaque pas la Russie. C'est tout simplement ça la fin de Donc nous sommes d'accord sur le fait de favoriser le processus de négociation avec les conditions bien sûr de chaque partie. Et M. Mamoun, vous voulez répondre? Oui, je pourrais répondre brièvement. Si vous attendez que la Russie se retire, vous faites la même faute que Napoléon, vous faites la même faute qu'Hitler, vous faites la même faute que tous ces gens qui ont misé sur une faiblesse du militaire russe, parce que ce Russe défend sa terre, défend son histoire, défend sa culture, il ne reculera pas. Ukrainiens aussi. Les Ukrainiens, si vous voulez, mais ils défendent avec des armes américaines. C'est deux choses différentes. 2 ans, 8 mois. 208 mois et des milliards américains. Il faut dire ça aussi. Mais on nous raconte sur les réseaux sociaux la Russie a la meilleure puissance militaire au monde. On raconte ça. Donc pour vous dire mais qu'il ne peut pas combattre 38 pays. Hein. En janvier 2022, on voyait des opérations russes dans les frontières ukrainiennes. Tout le monde avait dit en 2 jours, comme Poutine l'espérait, en 2 jours, en 2 semaines, en 2 mois, on allait envahir l'Ukraine. Pour aller au bout de ma phrase, et on a vu que l'Ukraine a tenu. Et l'Ukraine continuera de tenir, même si la Russie pour aller au bout de ma phrase, excusez-moi. C'est pour dire que l'Ukraine sera... Quand on parle, vous parlez aussi d'un retour aux frontières d'avant la guerre, etc. Ça n'arrivera pas. Il y a eu un référendum qui est légal, qui est accepté par la population. Ça n'arrivera jamais. Il faudra négocier ce qui reste de l'Ukraine, c'est tout. Vous négociez ceci, et puis il faudra négocier aussi un changement de gouvernement. Peut-être un gouvernement neutre n'existe pas. Quand vous dites américain, quand vous dites, excusez-moi, démocratique, parce que la confusion est tellement réelle que... Comme dans l'autre sens aussi. Comme dans l'autre sens. Ce sont deux idéologies, ce sont 2 groupes, ce sont 2 influences. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit démocratique, ça veut forcément dire pro-américain, pro-européen. Donc alors, pourquoi est-ce que la Russie n'aura pas... Mais si, monsieur Koulibaly. Pas en Ukraine. Pas en Ukraine. Ni dans les autres États satellites de la Russie. On est soit pro-russe, soit pro-OTAN. Parce qu'on est dans une zone où on reçoit une pression énorme, et de ce camp, et de ce camp. Dieu a fait qu'ils ont été là. Et puis, ils reçoivent cette pression, je les en veux, les pauvres, mais ils sont là. Ils choisissent. Voilà, donc en somme, le conflit russo-ukrainien est complexe avec des racines historiques profondes et des conséquences humaines dramatiques. Nous devons être conscients et soutenir les initiatives qui favorisent la paix et la solidarité internationale. Nous arrivons à la fin de notre émission dédiée au conflit russo-ukrainien. Je tiens à remercier nos invités, M. Mamadou et M. Mamoun, pour leurs contributions qui nous ont permis de comprendre un petit peu les enjeux complexes de cette situation. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous continuerons à explorer les sujets d'actualité qui vous tiennent à cœur et je vous dis à très bientôt.